Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le monde qui va tourner autour d'un ballon pendant un mois. La Coupe du monde de football a démarré ce jeudi. 48 équipes, 3 pays d'accueil, États-Unis, Canada, Mexique. Et c'est le Mexique qui a ouvert le bal avec l'Afrique du Sud. On a fait le point avec Elom Toblé du JTA. À la une aussi, le rapatriement des ressortissants nigérians et malawites d'Afrique du Sud à mesure que les manifestations anti-immigrés se poursuivent dans le pays. Et ceci, malgré l'appel au calme de la présidence. Reportage à suivre. Et cette question, va-t-on vers un troisième mandat en RDC? Théoriquement interdit par la Constitution, l'Assemblée nationale vient d'adopter une proposition de loi sur l'organisation de référendums qui pourrait changer la donne. Explication à suivre. On ouvre ce journal en allant à Mexico où tous les yeux sont rivés en ce jour d'ouverture de la Coupe du monde de football. 48 pays, dont 10 nations africaines. Et pour en parler, on a reçu plutôt notre expert sport au JTA, Elom Toblé, qui nous a fait un pronostic. Parmi les 10 nations africaines, quelles sont les équipes les plus attendues? On écoute. Honnêtement, on est ravis d'avoir 10 nations africaines parce que l'Afrique profite en fait de ce mondial à 48 avec le dernier qualifié qui est la RDC. Et sur les 10, donc il y a l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Ghana, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie et donc la RD Congo, comme je vous le disais. Si on doit faire un top 3, la Côte d'Ivoire quand même qui s'avance avec des certitudes, on l'a encore vu avec son match face à la France dernièrement. Il y a des certitudes dans cette équipe-là, on a l'impression qu'ils sont bien. Et il y a aussi... on peut pas ne pas parler des deux finalistes de la dernière CAN que sont le Sénégal et le Maroc, puisqu'on ne sait toujours pas qui est vainqueur. Donc le Sénégal et le Maroc, forcément, c'est des équipes qui vont compter dans cette compétition parce qu'on a l'impression que ces équipes-là ont le talent, on va dire aussi, et aussi les connaissances tactiques, etc., et que ces équipes sont bien armées, justement, pour ce mondial-là. Donc, voilà. Et après, moi, mon petit coup de cœur personnel, c'est le Cap-Vert, parce que cette équipe a été toujours capable de faire des choses un peu exceptionnelles avec, voilà, c'est l'un des plus petits pays, et j'aimerais aussi le voir, mais honnêtement, toutes les équipes africaines, on devra les suivre. La RD Congo, c'est aussi une belle histoire. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de voir leur premier match, et j'espère qu'ils vont aller très, très loin. Et alors, parmi les pronostics, en tout cas, d'Elom Toblé, 3 matchs à vous mettre en avant. Brésil-Maroc, c'est dimanche à minuit. Et dans le groupe E, on a les éléphants donc, de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur. Ça, c'est lundi 15 à 1h du matin. Et évidemment, le match très attendu, France-Sénégal. Ça, c'est mardi 16 à 21h. On passe au Nigeria où les rapatriés d'Afrique du Sud sont arrivés après plusieurs jours d'angoisse et 6 heures de vol plus tard. Le Malawi aussi a commencé ses rapatriements. Tous fuient les violences xénophobes en Afrique du Sud où les manifestations anti-immigrés se poursuivent malgré les appels au calme de la présidence. Reportage de Caroline Dumais, Stéphane Karsten et Eunice Masson. À Durban, des milliers d'étrangers ont été chassés de leur logement lors des manifestations xénophobes du mois dernier. Certaines familles campent toujours devant le centre de réfugiés du ministère de l'Intérieur. Marjolin supervise ce camp improvisé. On est ici depuis ces 3 semaines, abandonnés à nous-mêmes. On ne sait pas ce que les gouvernements songent pour nous. Puisqu'ici, on n'a pas de toilettes, pas de l'eau. Donc, pour faire les besoins hygiéniques, donc c'est tout un problème. La plupart de ces familles viennent de la République démocratique du Congo. Elles ont le statut de réfugiés. Christian est originaire de Bukavu, dans l'est du pays. Il a été contraint d'abandonner le salon de beauté qu'il dirigeait avec sa femme. Son employé sud-africain s'est approprié les lieux. On ne peut pas rentrer chez nous à cause de la situation. Et ici, on ne peut pas rester ici. On va nous tuer. On va le faire. Ça, je vous assure qu'on va le faire. Parce que les gens ici, nous sommes ici. Moi, je suis ici pendant 20 ans, si je ne me trompe pas. Je les connais. Si le gouvernement ou les Nations Unies, on ne fait pas quelque chose pour nous, on va nous tuer. Les tensions sont toujours vives. Un homme a été agressé au marché le jour de notre reportage. Il est blessé à la nuque. Cette femme nous montre ses bleus. Sa voisine l'a frappée alors qu'elle allait voir ses enfants qu'elle avait laissés dans un autre quartier. Elle va finalement les ramener sur ce trottoir. Selon les organisations caritatives, ils sont chaque jour plus nombreux à venir se réfugier ici. On était là samedi, il y avait 350 personnes et là il y en a peut-être 550. Marjolin est le seul à avoir eu le courage de nous emmener au centre-ville de Durban, là où il avait un petit stand de coiffure.
Vous voyez ici, c'était l'autre salon ici. Vous voyez les piliers ici. C'est là où nous accrochons les machines ici. Et si j'ose seulement monter la tente, directement ces gens vont venir, je n'ai pas 10 minutes. Les mouvements anti-immigration ont promis une grande journée de mobilisation le 30 juin. Personne ici ne se sent en sécurité. La tentation du troisième mandat est un virus qui se répand très vite sur le continent et cette fois-ci, c'est en RDC qu'il s'installe. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi sur l'organisation d'un référendum. Pour l'opposition, il s'agit d'un texte clé pour le changement de constitution, car depuis plusieurs semaines, la majorité au pouvoir fait campagne pour changer la constitution et ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangoula. Dans l'hémicycle, l'opposition avait suspendu sa participation au débat et au vote. Mais les députés membres de la coalition au pouvoir ont voté sans difficulté la proposition de loi. Alors c'est un texte qui renforce les pouvoirs du président de la République dans la convocation d'un référendum. Il pourra en organiser un sur, je cite, toute matière d'importance fondamentale pour la vie de la nation. Alors pour l'opposition, eh bien, ce texte ouvre la voie à un changement de constitution et donc à un troisième mandat du président Tshisekedi. Depuis plusieurs semaines, la majorité au pouvoir affirme que la constitution actuelle n'est plus adaptée aux réalités du pays et qu'il faut la changer. Une ligne rouge pour les opposants. Ils veulent faire un coup d'État constitutionnel, ils veulent changer des constitutions parce que dans la constitution actuelle, l'article 220 les dérange. C'est comme ça, ils ont créé cette affaire des circonstances exceptionnelles. Non, mais le peuple dit non et nous serons derrière ce peuple qui a dit non au changement ou au troisième mandat à Kabila en 2016, 2017, 2018 et c'est même peuple qui dira non et à M. Félix Tshisekedi pour le troisième mandat. L'opposition a déjà organisé une journée ville morte le 3 juin pour s'opposer à tout changement de la Constitution. Elle prévoit d'organiser des sit-ins dans les prochains jours. Lors d'une conférence de presse, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'était dit ouvert à un troisième mandat si le peuple congolais le lui demandait. Le terme déguerpissement est ivoirien et il désigne les destructions des quartiers précaires qualifiés de zones à risque par les autorités. Ils ont repris en pleine saison des pluies. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont ainsi perdu leur logement depuis la semaine dernière. Un drame pour les familles qui se retrouvent à la rue sans avoir pu anticiper leur départ, mais aussi pour les élèves qui sont plusieurs centaines à risquer d'être privés de baccalauréat ou de brevet après avoir perdu tous leurs documents administratifs dans les décombres. Julia Guggenheim. Des gravats, de la tôle et quelques vêtements éparpillés. Voilà ce qu'il reste du quartier Vridi-Canal qui hébergeait il y a peu encore plusieurs milliers de personnes. Plusieurs autres quartiers ont également été rasés. Des vies qui basculent pour ces habitants qui affirment qu'aucune solution de relogement ni d'indemnité ne leur a été proposée à ce stade. Ici, plus qu'en couleur, tout détruit ma maison, détruit ma famille, divisé. Tout le monde, on ne sait pas où partir. Je me suis mis à genoux pour pouvoir les demander de me laisser aller prendre des bagages. Ils ont dit non. Donc chaque jour, qu'est-ce que je fais? Je viens dans les gravats là pour chercher si je peux retrouver quelque chose. Sinon, j'ai tout perdu ici. Dans cette école où les habitants de Koumassi Campement, un autre quartier qui a été détruit, ont trouvé refuge. L'ONG Ma Fondation s'active. Il y a urgence. La période des examens a déjà commencé et plusieurs centaines d'élèves ont vu leurs documents administratifs disparaître dans les décombres de leur logement. À cause des documents que j'ai perdus, je devais passer à l'oral du bac le lundi passé, le lundi 9. Mais vu qu'il n'y avait pas tous les documents au complet, je n'ai pas pu avoir l'accès au truc. L'objectif de l'action de Ma Fondation ce jour, c'est d'accompagner les élèves sinistrés lors du déguerpissement qui ont perdu tous leurs kits scolaires et leurs dossiers administratifs. Nous sommes en contact avec le commissariat et l'ONUCI afin d'avoir leurs documents dans le plus bref délai.
D'après les autorités, ces déguerpissements interviennent pour sauver des vies humaines dans des zones à risque. Mais ici, à Koumassi, Campan, le procureur de la République a affirmé que la destruction du quartier était illégale. L'opérateur économique Aloui Brou-Jacques, présenté comme étant à son initiative, n'avait, d'après le procureur de la République, en réalité qu'une autorisation pour détruire 5 maisons sur les 32 hectares qui ont été détruits. L'homme est actuellement recherché par la police. On connaissait le Marrakech du rire de Jamel Debbouze qui réunit le meilleur du rire français, mais un autre festival marocain fait des émules, le Comédia Blanca, qui s'est achevé dimanche à Casablanca. Ludovic Defoucauld nous en dit plus. 15 000 spectateurs réunis en 3 jours au complexe Mohamed V de Casablanca, Paris tenu pour l'édition 2026 du Comédia Blanca, qui s'impose comme un rendez-vous incontournable de l'agenda culturel du royaume. Spectacle, masterclass, expérience immersive, le festival a mis à l'honneur des artistes marocains et s'est achevé samedi avec un gala francophone qui a réuni par exemple Kéron, Inès Reg ou encore Mimo Lazrak qui était sur notre antenne quelques heures avant de se retrouver sur scène. Comment est-ce que vous trouvez l'inspiration, vous? Est-ce que vous la puisez auprès de votre entourage, de ce que vous observez, auprès d'autres humoristes aussi peut-être qui vous inspirent? La réponse est très simple, je vis au Maroc. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Déjà présent à Paris ou Bruxelles, le Comédia Blanca veut continuer à se développer avec pour moteur un langage universel, le rire. C'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, en particulier ce soir de Mexico à Pretoria. En passant par ici les Moulineaux, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.